Bien, pour la suite, je vais vous demander d'aller chercher des images. Alors là, vous allez pouvoir choisir les images que vous voulez. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je ne vous impose pas les images. Vous pouvez prendre des images à vous. Vous pouvez prendre des images euh, du web. Je vais juste imposer le fait que ce soit un jardin, garden public domain, entre guillemets. Et alors, dans les outils de recherche, vous demandez des images supérieures à 4 mégapixels. Voilà, vous allez télécharger 2-3 images de jardin. Alors, je vais vous demander de prendre des images où la netteté n'est pas travaillée. Donc, clairement, là, la netteté n'est pas travaillée. Parce que parfois, c'est super net. Hein, donc, on va éviter ça. Si vous avez du mal à trouver, je peux vous envoyer les images ici. Enfin, je dis ça et en même temps, mes serveurs sont bloqués ici par le firewall. Donc, je peux tenter d'une manière ou d'une autre de vous envoyer les images. Donc, la netteté dans Photoshop. Vous savez que tous les appareils photo photographient flou, c'est fait exprès. Il y a un filtre devant le capteur qui est un filtre passe-bas, qui ne laisse passer que les basses fréquences. Ok. Vous pouvez mettre les images dans un dossier qui s'appelle accentuation. Alors, quand je vous parle de basse fréquence, ça vous dit quelque chose? Basse fréquence et haute fréquence? Ben, un filtre passe-bas qui ne laisse passer que les basses fréquences, en fait, c'est un filtre qui rend flou. Son but est de rendre expressément flou. Et quand on parle en photo de haute fréquence et de basse fréquence, on parle de détail et de surface sans détail. Les hautes fréquences, c'est le détail. Les basses fréquences, c'est des surfaces colorées sans détail. Alors, mhm. Voilà. Vous connaissez le Nikon D800, vous en avez peut-être un. Il existe en deux versions, version D800, version D800E. Dans la version E, le filtre passe-bas a été enlevé. Non, il n'a pas été enlevé, il a été corrigé. En fait, on ajoute quelque chose pour que les détails se reconstruisent. C'est une manière de parler, de dire qu'il n'y a pas de filtre passe-bas sur le D800E. Et donc, lui, il photographie super net. Et quand on veut photographier des étoiles, par exemple, on fait des photos d'astronomie, c'est évidemment mieux d'avoir ce genre d'appareil photo. Avant que des marques comme Nikon vendent des appareils sans filtre passe-bas, il fallait le faire enlever, il fallait acheter un appareil normal, standard, et faire enlever le filtre, ce qui coûtait à peu près 400 euros, parce que c'est quand même une opération délicate d'aller enlever un filtre devant un capteur d'appareil photo. Mais alors pourquoi est-ce que les appareils photographient flou? C'est pour éviter les moirés. Les moirés
qui apparaissent quand deux réseaux réguliers se superposent. C'est ces espèces de dessins qu'on voit là, quand on a deux réseaux réguliers qui se superposent. Et donc, quand on photographie des réseaux réguliers comme des buildings, de l'architecture, des tissus, avec un appareil photo qui ne rend pas flou, qui n'a pas le filtre passe-bas, on voit apparaître des moirés. Des moirés. C'est un terme utilisé en anglais aussi, les moirés. Voilà. Alors, les moirés ici. Ouais. Voilà un réseau régulier des tuiles avec des effets de moirés qui apparaissent. Mais il y a des photos où c'est davantage parlant. Voilà, bon. Vous connaissez ce genre de choses. Vous photographiez un truc et vous voyez apparaître des lignes bizarres qui n'existent pas dans la réalité. C'est le réseau régulier de ce qu'on photographie, donc la scène, qui interfère avec le réseau régulier des photosites du capteur. Voilà pourquoi la plupart des appareils photo photographient flou et donc pourquoi il faut rendre net dans Photoshop d'une manière ou d'une autre. Okay. Alors, vous avez vos photos de jardin, vous pouvez les ouvrir dans Photoshop. Alors, on va directement gagner du temps en faisant les choses comme elles doivent être faites, c'est-à-dire on va utiliser un filtre qui s'appelle le passe-haut et je voudrais qu'il apparaisse dans la palette des calques, ce filtre. Donc, il va être un filtre dynamique que je vais pouvoir modifier, voire même supprimer par la suite. Et pour qu'un filtre soit dynamique, il faut qu'on l'applique sur un objet dynamique. Donc, on va convertir le calque ici en un objet dynamique. Vous faites un clic droit à droite du nom et vous demandez « Convertir en objet dynamique ». Donc l'objet dynamique ici est un calque conteneur. L'image originale, le calque original a été mis dedans. Si vous essayez avec un pinceau ou certains outils de cliquer sur l'objet dynamique, Photoshop vous dit que vous devez pixeliser. Il faut absolument refuser, vous annuler. Il faut que ça reste un objet dynamique. Alors on va mettre le filtre sur cet objet dynamique. Menu filtre, divers, passe haut. Mais avant ça, annuler parce qu'en fait je dois travailler sur une copie du calque. Voilà, je vais dupliquer le calque. Ce sera plus simple. Ok. Sur la copie, je vais mettre le filtre passe haut. Menu filtre, divers, passe haut. Et là, je joue avec le rayon de manière à ne plus avoir que les hautes fréquences, c'est-à-dire les détails. Donc le rayon doit être assez faible. On a les détails de l'image qui sont vraiment soulignés. Ok. Ok, donc vous voyez le filtre qui apparaît de manière dynamique, on peut le désactiver, on peut modifier sa valeur en double-cliquant sur son nom.
c'est évidemment une révolution depuis CS4, les objets dynamiques et les filtres dynamiques. Et alors le calque, on va le mettre en mode incrustation. Voilà, en mode incrustation. Et si vous enlevez l'œil en face, vous voyez que les détails sont soulignés grâce à ce filtre, grâce à ce calque. N'hésitez pas à zoomer pour bien voir ça. Alors maintenant que le calque est en mode incrustation, ça a un peu plus de sens d'aller modifier le filtre et visuellement on voit ce que ça donne. Donc on double-clique sur le filtre et on modifie le rayon. Voilà, il ne faut pas y aller trop fort quand même, il faut être subtil. Et pour voir ce que ça donne avec et sans l'accentuation, vous enlevez l'œil en face du calque au-dessus. Et ça s'appelle comment cette chose-là en anglais? C'est le high pass en anglais. Tu auras ça dans Filter over high pass. Bien, ne faites pas ça sur les autres photos, parce qu'en fait, on va mettre au point un script pour faire ça automatiquement sur plein de photos, évidemment. Bon, vous avez donc bien vos deux calques qui sont dans des objets dynamiques. On va redimensionner l'image. On va dire, tiens, je voudrais l'utiliser sur un site web. Je vais la redimensionner. Petite astuce, pour choisir dynamiquement, hein, si vous n'avez pas déjà une idée de la dimension à laquelle vous voulez l'image sur le site, vous n'avez pas un endroit précis qui vous indique, tiens, l'image doit faire 656 pixels sur 480. Donc, vous décidez, vous avez le choix de décider à quelle taille elle va apparaître sur le site. Eh bien, on va le simuler dynamiquement dans Photoshop, dans ce cas-là. Menu Fenêtre, Navigation. Vous allez faire apparaître la palette Navigation. Alors, la palette Navigation, elle permet de voir quelle est la partie, de visualiser quelle est la partie de l'image que je suis en train de regarder. Donc, avec la barre d'espacement, je bouge l'image dans sa fenêtre. Et forcément, le petit rectangle rouge, si j'ai zoomé, si je ne vois qu'une partie de l'image, le petit rectangle rouge de la palette navigation m'indique quelle partie d'image je suis en train de voir. C'est surtout pratique quand on a des textures et plein de choses qui se ressemblent pour savoir où on est. La palette navigation peut s'agrandir. Si vous la mettez en haut à gauche et que vous prenez son bas à droite, elle est grande. À quoi ça sert? Eh bien, si vous avez un deuxième écran connecté à l'ordinateur, vous mettez la palette navigation dessus, par exemple. Et en permanence, elle va vous permettre de naviguer dans l'image en bougeant le petit carré directement dans la palette navigation. Mais agrandir la palette autant que ça sur un ordinateur qui n'a qu'un seul écran, ça n'a pas de sens, bien entendu. Alors ici, je vais me servir de la palette navigation et de son curseur pour décider à quelle dimension je veux l'image sur le site web. Quand on met une image sur un site web, il ne faut pas demander au navigateur de web, hein, Firefox, Chrome, etc., il ne faut pas demander qu'il redimensionne lui-même l'image. Techniquement, il peut le faire, mais ça prend de la ressource. Ça veut dire que vous demandez à l'internaute de télécharger une image qui contient beaucoup de pixels et puis son navigateur la redimensionne, ça n'a pas de sens. Enfin, peut-être avec le fluide, ça a un peu plus de sens maintenant qu'avant. Mais en design fixe, en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie sur la page web une image qui a le bon nombre de pixels.
peut-être pas si on est en design fluide, mais si on est en design fixe pour le site web, si vous faites aussi de la publication numérique pour tablette, là, la tablette, on connaît sa dimension pixel, on sait quelles sont ses performances. Voilà, vous jouez avec le curseur et par exemple, vous décidez, tiens, ça c'est la dimension à laquelle je veux l'image sur ma page web. Ou ça. D'accord? Et vous regardez quel est le pourcentage qui est indiqué ici. 14,96 pour moi. Vous pouvez sélectionner et copier. Vous sélectionnez 100%, juste le chiffre avant le signe %, et vous le copiez. CTRL-C. Et on va redimensionner l'image, comme ça. Image, taille de l'image. Menu image, taille de l'image. Vous enclenchez le rééchantillonnage. Vous mettez l'unité % à la place de centimètres et vous collez votre pourcentage que vous avez été prendre là. On va passer d'une image de 37 mégas, dans mon cas, à 0,8 mégas. Autrement dit, le nombre de pixels diminue. Voilà. Oui, alors là, je double-clique sur la loupe dans la palette des outils pour être à l'échelle 100% et je vois l'image à la dimension que j'avais choisie. Alors, pour répondre à ta question, en effet, tous les pixels originaux de l'image sont toujours dans les objets dynamiques. Ce sont des calques conteneurs. Ça veut dire que si je décidais de réagrandir, ça ferait réapparaître le détail qui n'apparaît pas là maintenant. Là, par exemple, ça se voit clairement que la marque, il n'y a pas de détail. Si je décide à n'importe quel moment de faire image, taille de l'image et de l'agrandir à 500%, donc 25 fois plus de pixels, 5 x 5, 25. Je zoome. On constate que les pixels originaux étaient toujours dans l'objet dynamique. C'est ça l'intérêt des objets dynamiques, ça conserve les choses même quand on redimensionne les images. Ok, mais là j'annule et je double-clique sur la loupe dans la palette des outils et vous avez votre image telle qu'elle va apparaître sur le site web. Et le filtre passe haut, sa valeur n'a pas changé et ça donne un truc peut-être un peu pourri. Parce que le réglage passe haut convenait pour une image avec beaucoup de pixels, mais pour une image avec peu de pixels, il va falloir double-cliquer dessus et modifier la valeur de rayon de manière à obtenir quelque chose de valable. Donc vous voyez, nombre de pixels différents dans l'image, le même filtre doit être remodifié pour obtenir quelque chose d'acceptable. C'est subtil, hein. C'est subtil, mais ça donne un côté vraiment net aux photos et très intéressant. Ok, donc on peut redimensionner l'image vers le haut si on veut, un peu. Donc image, taille de l'image, je vais passer à 300%, donc j'augmente par 9 le nombre de pixels de l'image. Donc j'obtiens une image de, dans mon cas, 1986 x 1323. Voilà. Le filtre passe haut devrait être réglé à nouveau en fonction de ce nouveau nombre de pixels. Alors la netteté, à quel point on en met, c'est subjectif, mais pour bien visualiser, il faut être en affichage 100%. Il faut avoir double-cliqué sur la loupe dans la palette des outils
c'est l'affichage 100%. Et ça veut dire que chacun des pixels de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Ça n'a rien à voir avec la dimension qu'aura l'image si on l'imprime 100%. C'est ça que ça veut dire. On fait correspondre la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. Le double clic sur la loupe dans la palette des outils. Et alors, c'est subjectif, mais c'est aussi culturel. Si vous voyagez un peu, vous voyez dans les librairies, les magazines, le degré de netteté qu'on a dans certains pays sur les magazines, c'est écœurant à quel point les photos sont traitées pour qu'elles soient super nettes. C'est culturel. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont culturelles dans les images. La manière de retoucher, il faut se renseigner. Ok, alors je vais enregistrer l'image sous l'extension PSD, évidemment, puisqu'il y a un calque. Et alors on va parler maintenant d'un système qui permet de moduler les lumières de manière dynamique, donc ça ne va pas être définitif, on pourra revenir en arrière. Et c'est un autre type de calque qu'on va mettre au-dessus de l'image. Donc, après la netteté, on voit une autre manière d'améliorer les images, c'est de mettre un autre type de calque. Alors, vous allez dans le menu de la palette des calques et vous demandez « Nouveau calque ». Vous avez la boîte qui apparaît là. Vous obtenez la même chose si vous faites Alt-clic sur le bloc de feuilles. Les options de nouveau calque apparaissent. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire un calque en mode incrustation. Et de cocher l'option couleur neutre pour le mode incrustation. Voilà, vous avez un calque qui arrive et qui est en mode incrustation et il est rempli de gris à 50%. Bon, j'aurais pu faire tout ça manuellement, hein, faire un calque normal, le faire passer manuellement en mode incrustation, le remplir manuellement de gris à 50% en faisant édition, remplir avec 50% de gris. Donc édition, remplir avec 50% de gris. Mais voilà. Alors, dans ce calque, vous allez devoir dessiner en gris. Et on va aller chercher la nouvelle palette de couleurs de Photoshop. Donc, c'est le menu Fenêtre, Couleurs. Est-ce que vous avez une palette de couleurs qui arrive comme ça? Donc, en positionnant le curseur, le pointeur, là, la pastille à gauche, dans cette palette de couleurs, vous avez le choix de différents gris rapidement. Alors on va prendre la brosse, le pinceau. Alors vous prenez le pinceau, on va modifier la dimension de la brosse et le flou de la brosse grâce au raccourci clavier. Vous enfoncez les touches CTRL-ALT sur le clavier. Qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est CTRL-ALT. Et en ayant ces deux touches enfoncées, sur le PC, vous faites bouton droit de la souris. Et sur les Mac, bouton gauche. Et vous bougez de gauche à droite, et ça modifie la dimension. Et de haut en bas, ça modifie la dureté. Donc c'est CTRL-ALT et clic droit de la souris du PC. Vous modifiez le diamètre et le flou de la brosse. Bon, il nous faut une brosse à bord flou. Et vous dessinez avec la couleur que vous avez choisie, qui est donc visible dans la case de premier plan. Voilà. Et ça, c'est avec le gris que ça devient comme ça. Et oui, on met du gris clair et du gris foncé dans ce calque-là. Et ça modifie les lumières de manière dynamique et non destructive.
Bon. Alors, une fois que c'est fait, ben, vous enlevez l'œil en face et vous allez voir l'avant-après. Bon. Alors, une fois que c'est fait, vous allez dupliquer le calque de réglage des lumières et vous enlevez l'œil en face d'un des deux et vous continuez à travailler sur l'autre. Donc, j'ai déplacé le calque qui s'appelle les lumières, j'ai déplacé sur le bloc de feuilles, j'obtiens les lumières que j'ai renommées ici les lumières 2, et les lumières 1 n'est pas affiché, c'est important. Et vous continuez le travail et vous allez faire une version différente, vous testez une autre approche du réglage de la lumière sur cette photo. Par exemple, plutôt que d'avoir un tronc ici qui va être foncé, ben, je vais plutôt le faire clair. Alors n'hésitez pas à zoomer en arrière et utiliser des grosses brosses quand vous faites ce genre de choses, hein, pour avoir une approche vraiment globale de la photo. Ok, encore un troisième, je duplique à nouveau. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de trouver le bon résultat, le meilleur, quand on est dans un processus comme ça, linéaire. On commence et puis on termine, c'est linéaire. Donc ce qu'on fait, c'est faire plusieurs productions et puis après, on va choisir quelle est la meilleure des versions. Voilà, donc 3 versions. Alors ici, voilà, vous allez comparer les photos. Alors pour les comparer facilement, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser la composition de calque. C'est une première approche de la palette de composition de calque. Donc menu fenêtre, composition de calque. Et le principe, c'est que nous allons enregistrer les différentes configurations d'affichage. Par exemple, ici, dans la palette des calques, je n'affiche que le calque les lumières 1, en plus des deux autres, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est les lumières 1 qui est affiché. Et je clique ici sur le bloc de feuilles. OK. Mais il faut le sélectionner, il faut se mettre aussi sur ce cas, non? Non, il ne doit pas nécessairement être sélectionné. Il affiche que les yeux? Les yeux, c'est ça. Il enregistre les yeux. Ensuite, j'affiche les lumières 2, mais je n'affiche pas les lumières 1. À nouveau, je clique sur composition de calque, OK. Ensuite, j'affiche les lumières 3, mais pas les lumières 2. Je clique sur composition de calque, OK. Et avec ça, vous allez pouvoir rapidement passer d'une configuration à l'autre. En cliquant là, sur la colonne de gauche, vous voyez? Alors, ce qu'on voit ici avec vraiment très peu de calques fonctionne aussi quand on a des dizaines de calques. Ben, on va faire le test.
Et une petite question, est-ce que ce type de, par exemple, ce type de calque qu'on vient de faire, Ceci le récupère sur Premiere, oui, ça devrait marcher sur Premiere. Premiere prend du format Photoshop, oui. Il n'y a pas de raison, oui. Ça marche dans InDesign, ça marche dans Illustrator. Tu parles du calque ici de densité plus, densité moins, le calque qui a servi à faire les lumières. ouais. Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est du Photoshop. Ça passe. Ok. Alors, on va faire un petit test ici. Au-dessus du calque Les Lumières 3, on va mettre un calque qui transforme en niveau de gris. Donc, vous allez dans Menu Calque, Nouveau calque de réglage. Bon, bien sûr, on peut aussi utiliser les icônes ici en bas. Noir et blanc. Voilà, le calque noir et blanc. Vous avez votre calque noir et blanc là au-dessus? Bien. Donc normalement, vous savez qu'il faut aller jouer avec les curseurs ici pour décider à quoi ressemble l'image niveau de gris, mais pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Et alors, je vais faire maintenant une autre série de compositions de calques qui intègre ce calque niveau de gris. Donc, je vais l'appeler Lum 1 niveau de gris. Lum 2 niveau de gris. Lum 3 niveau de gris. Ok, testons un peu ça. Donc c'est un calque de réglage de type noir et blanc. Menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. Mais alors, vous affichez... Oui, oui, oui. Donc là, je visualise trois versions grises de l'image. Les densités ont été modifiées. Mais pour créer l'U1, 2, 3, Tu veux dire quel est le calque qui est activé? oui. Non, ça n'a pas d'importance quel est le calque qui est activé au moment où je crée ça, parce que ça enregistre en fait la visibilité, c'est-à-dire juste la colonne de gauche de la palette des calques, les yeux. Peu importe le calque qui est activé. Très sympa aussi, donc vous voyez que les résultats sont quand même très différents. Bon, on y reviendra aux compositions de calque. Parce qu'en fait, parfois, si on commence à ajouter des calques, parfois il faut demander de faire la mise à jour de la composition de calque pour qu'elle intègre les nouveaux calques. Mais on y reviendra. Alors, de retour avec le filtre Passe Haut dans Photoshop. Donc, vous avez toujours vos deux autres images de jardin que vous étiez allé chercher. On va mettre au point un script pour que le calque Passe Haut se fasse tout seul. Ben, c'est très facile en fait, hein, c'est juste un petit exercice en plus. Alors, menu fenêtre Action. Vous activez le dossier que vous avez fait là tout à l'heure, photo février 2016 par exemple, et vous allez cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un nouveau script qu'on va appeler Passe Haut netteté. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a fait? On a d'abord
cliqué, donc ça enregistre, hein, tout ce que je fais là maintenant s'enregistre. On a cliqué avec le bouton droit de la souris pour demander de convertir en objet dynamique. On a dupliqué l'objet dynamique en l'amenant sur le bloc de feuilles. Le renommage des calques, je ne le fais pas ici, ça n'a pas d'importance qu'il soit nommé correctement. Enfin voilà, tout ça s'enregistre dans la palette des scripts. Ensuite, nous avons mis sur ce calque ici un filtre qui s'appelle Divers Passe Haut. Filtre Divers Passe Haut. Vous pouvez cliquer sur OK directement. Le filtre de passe haut, enfin le calque qui est filtré par le passe haut, on l'avait mis en mode incrustation. Voilà, mode incrustation. Et alors, tant qu'à faire, je vais faire le calque de densité plus, densité moins. Donc, menu de la palette des calques, nouveau calque, en mode incrustation, rempli de couleurs neutres pour le mode incrustation. Ok, voilà. Et on peut dire que c'est bon. Je stoppe l'enregistrement du script. Et donc, ce script pourra être appliqué sur des centaines de photos. Et quand j'ouvrirai la photo, j'ai déjà les calques prêts à être modifiés. C'est quand même sympa. Vous avez arrêté l'enregistrement du script? Mais on peut tester sur une autre photo. Celle-là, par exemple, qui n'a pas encore de calque. On va tester, non pas en traitement par l'eau ici. On ne va pas appliquer le script sur plein de photos. On va l'appliquer sur une photo. Et pour ça, vous devez cliquer sur le nom du script dans la palette des scripts, la palette action. Donc passe haut netteté. Et vous devez jouer le script avec le bouton lecture. Donc je rappelle, on est bien sur une image ici qui est toute simple, comme vous la récupéreriez de votre appareil photo. Donc voilà, bouton lecture. Et voilà, c'est fait en une seconde. Et là, je règle, à partir de là, évidemment. D'abord, si l'image, je la veux à une certaine dimension, vous savez comment on fait, par la palette navigation, puis par image, taille de l'image, mais je ne vais pas le faire ici. Donc, je zoome, je double-clique sur passe haut, je règle le passe haut. C'est quand même dingue la qualité que ça donne. Ici, si j'enlève l'œil en face du calque, on voit quand même que ça souligne vraiment le contenu de la photo. Et alors, vous aviez posé une question tout à l'heure. Si on veut que la netteté ne se mette pas partout, mais si on veut qu'elle ne se mette pas partout, il faut ajouter un masque de fusion sur le calque. Et on peut aussi l'intégrer dans le script, le fait que ça ajoute un masque de fusion qui sera rempli de blanc, donc il ne va rien masquer, mais il sera là, prêt à recevoir du noir pour empêcher que la netteté agisse à certains endroits. On peut modifier le script. Maintenant, ce n'est pas un problème. Oui, bien sûr, tu as aussi la possibilité de dupliquer un script et de faire une variante. Tout à fait. Il suffit d'amener le script sur le bloc de feuilles et on a une copie et on peut travailler sur la copie si on veut. Et si on fait une copie et qu'on change le premier, il n'aura plus... Ah non, non, tu ne peux pas jouer le premier script et puis le deuxième, ça va créer des calques en plus, ça va être foireux, il va peut-être même pas fonctionner parce que le premier script a été... Et d'ailleurs, le deuxième aussi, la copie sont prévues pour fonctionner sur une image qui comporte un calque qui s'appelle arrière-plan. Quoique,
Non, mais sur une image avec un seul calque en tout cas. Non, non, tu peux pas. Il n'y a pas de mémoire en fait, hein. Si tu joues le deuxième script, ça n'enlève pas les calques qui ont été mis par le premier. Ah ouais, oui, c'est juste, un truc qui travaille à ta place, quoi. Ça. Voilà. Donc je vais quand même jeter ici la copie parce que c'était juste pour répondre à ta question. Ok, donc si je veux modifier le script et faire en sorte qu'il ajoute un masque de fusion sur le calque là, il faut que ce calque-là soit activé. Et il faut que je trouve le moment du script où, juste après, voilà, juste après avoir mis le passe haut sur le calque, je vais lancer l'enregistrement et dire que j'ajoute un masque de fusion qui fait tout apparaître. D'accord ? Donc vous avez le calque du passe haut, l'accentuation, qui est en surbrillance. Dans le script que vous avez créé, vous êtes au stade où le passe haut vient d'être mis. Vous enclenchez l'enregistrement et vous demandez calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà. Et j'arrête l'enregistrement. Je viens donc d'insérer dans le script une nouvelle fonction, le fait qu'il ajoute un masque de fusion. Masque de fusion qui me permettra de faire en sorte que la netteté ne se mette pas partout. Donc je vais aller chercher une nouvelle image et tester le script sur une nouvelle image, c'est encore le plus simple. Parce que j'ai épuisé mes 3 images. Ok, accentuation. Voilà. J'ouvre l'image dans Photoshop. Alors là, il n'y a pas besoin que ce soit une image PSD, je peux démarrer d'une image JPEG. Parce que l'enregistrement, je vais le faire manuellement. Ce n'est pas le script qui s'occupe d'enregistrer les images, vous voyez, tout à l'heure, il fallait, quand on faisait du traitement par l'eau, il fallait démarrer d'images PSD parce qu'à la fin du script, il y avait des calques en plus et ça ne pouvait être enregistré qu'en PSD. Mais ici, j'utilise le script manuellement. Alors, voilà. Je sélectionne le passe haut, netteté. Je le fais jouer avec le bouton lecture. Et voilà, c'est fait en une fraction de seconde. Résultat, j'ai la possibilité de régler la netteté en double-cliquant sur passe haut. Pour la démonstration, je vais y aller un peu fort. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de faire en sorte que la netteté ne se mette pas à certains endroits. Je clique sur le masque de fusion, il est encadré et je vais dessiner en noir au pinceau pour empêcher que ce calque ne soit visible à certains endroits. Donc, logiquement, l'arrière-plan, là, va devenir plus flou. Ça paraît logique. C'est vraiment important, et vous avez bien fait de poser la question, pouvoir empêcher que la netteté aille à certains endroits. Je désactive le masque avec la touche majuscule. Vous voyez que ça redevient net à l'arrière. Je le réactive. Donc il faut faire un contraste de netteté. Il n'y a pas que les contrastes de couleurs dans les images. Plus vous multipliez les contrastes, plus vos images seront riches visuellement. Contraste de couleurs, contraste de luminosité, une partie de l'image plus sombre, une autre partie plus claire. Contraste de netteté, une partie nette, une partie plus floue. Plus vous multipliez les contrastes, contraste de texture aussi, du lisse à un certain endroit, du rugueux à un autre endroit. Ça fait de la richesse visuelle dans les images. Alors je ne dis pas qu'il faut des images, forcément il faut faire la richesse visuelle dans les images.
Je dis que si c'est ce qu'on recherche, il faut multiplier les contrastes. Maintenant, les belles images, c'est parfois très, très basique, bien sûr, très sobre. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, alors autre chose, j'ai donc également le calque ici qui est disponible, et avec le pinceau et la palette couleur, je peux aller moduler les luminosités. Pas hésiter à zoomer en arrière pour prendre du recul quand on fait ça. Bon, ceci dit, c'est pas la panacée, hein, mais ça, vous êtes au courant là, que Photoshop, c'est pas un logiciel qui est là pour régler le problème qui aurait pu être réglé au moment de la prise de vue. Donc bien sûr, l'idéal, c'est des photos qui ne doivent pas être retouchées. Au moment de la prise de vue, vous avez fait de la photo. Photo, ça veut dire lumière, donc vous avez joué avec la lumière, vous avez pris des réflecteurs, vous avez pris tout ce qu'il faut pour que les photos soient bien. Ok, c'est bon? Le script fonctionne? Bon, alors, en plus de ça, vous pouvez finir le boulot avec un calque de réglage de type courbe. Donc, qu'on va venir mettre par-dessus tout. Bon, vous prenez une de vos photos sur lesquelles vous avez mis des calques de netteté et de densité plus, densité moins. Donc le calque densité plus, densité moins qui est là, c'est ce qui correspond anciennement à ces outils-là. Mais ceux-là attaquent directement les pixels. Donc on utilise à notre époque plutôt cette méthode-ci. Calque en mode incrustation avec des grilles dedans. Alors on les utilisera quand même encore quand on fera une sélection sur un arbre. On va générer une couche alpha. Au départ de plusieurs couches de l'image, on va générer une couche alpha et puis on va l'améliorer avec ces outils-là. On va attaquer directement les pixels. Arbre, cheveux, c'est le même principe, tout ce qui est complexe. Donc ça sert toujours. Vous voyez à quoi ça correspond? Ces outils? Oui, vous connaissez, vous avez fait du labo photo? Je veux dire à quoi ça correspond dans la réalité. Pourquoi est-ce qu'on a une forme de sucette? Et pourquoi on a une forme de main comme ça? L'éponge, c'est pour saturer ou désaturer localement. C'est pas très utilisé. Mais ça correspond à d'anciennes techniques photo. Photoshop est un logiciel pour photographes. Et donc, on retrouve des techniques photo dedans. Voilà, on a un bel exemple ici. Cette fameuse sucette, c'est un disque au bout d'une tige et au moment où on projette le négatif sur le papier, on empêche la lumière d'arriver totalement
sur le papier. Comme on travaille en négatif, moins de lumière, ça fait plus clair. Ah oui. Donc c'est ça l'explication de cet outil bizarre. Et alors vous avez l'autre outil qui peut être un carton troué comme ceci où on le fait avec la main. Là on concentre la lumière plus que sur les autres endroits du papier, on concentre la lumière. Et donc plus de lumière, comme on travaille en négatif, ça fait plus sombre. Ce sont des techniques photo en labo, donc en chambre noire. Ok, donc j'en étais à dire que j'allais mettre un calque de réglage de type courbe. Ok, donc calque de réglage de type courbe au-dessus de tout. Donc j'active le calque du dessus, puisque je sais que quand je crée un calque dans Photoshop, il arrive toujours au-dessus du calque qui est activé. Donc je crée un calque de réglage, il y a différentes manières de le faire, vous le savez, par ici en bas éventuellement, de type courbe, qui est vraiment le réglage des photographes, le réglage préféré des photographes, ça permet de faire énormément de choses. Ou alors menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Et alors, on va régler la lumière sur cette image qui a déjà été travaillée. Donc, vous mettez un point, 2 points, et vous positionnez ces 2 points l'un par rapport à l'autre. Si vous faites une courbe en forme de S comme ceci, ça augmente le contraste. C'est-à-dire que ce qui était clair devient plus clair, ce qui était foncé devient plus foncé. C'est ça contraster, c'est augmenter les différences. Si on fait une courbe en forme de S inversée, ça diminue le contraste. Ce qui était clair devient moins clair, ce qui était foncé devient... Non, ce qui était... Ah. Oui, ce qui était clair devient moins clair, ce qui était foncé devient plus clair. Donc ça diminue le contraste. Il faut regarder par rapport à la courbe ici, la barre de luminosité en fait. Ok, bon, c'est assez intuitif à partir du moment où vous avez un écran auquel vous pouvez vous fier, bien sûr. Faire de la retouche photo sur un écran qui n'est pas fiable, ça sert à rien. Vos photos, vous allez passer 15 minutes pour avoir des couleurs nickel, elles seront valables uniquement quand elles seront vues sur cet écran-là. Vous allez vouloir les transférer ailleurs et avoir le même résultat, vous ne pourrez pas. Parce que si votre écran n'est pas calibré, si vous n'avez pas mis une sonde sur l'écran, l'ordinateur ne connaît pas les caractéristiques de l'écran. Il doit les connaître si vous voulez que vos images, quand vous les transférez ailleurs, les couleurs restent les mêmes. C'est ce qu'on appelle un profil couleur, un profil d'écran. Là, il faut une machine, il faut un truc spécial. Il faut une sonde, oui. Ouais. Mais alors, vous pouvez mutualiser. Il y a toujours le système de la mutualisation, un peu comme chez les agriculteurs. Quand ils vont moissonner leur maïs, etc., c'est pas chaque agriculteur qui sait acheter une moissonneuse. Hein. Il loue une moissonneuse, bon. Ou alors il faut appel à quelqu'un, c'est encore un autre système, mais donc il mutualise. Eh bien, en tant que professionnel de la photo, vous pouvez faire la même chose, ou professionnel du graphisme ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de temps en temps d'un appareil cher, demandez à un collègue s'il ne veut pas collaborer et vous achetez ça à plusieurs. Parce qu'une sonde couleur, on s'en sert une fois tous les 3 mois en fait. Voilà. Donc, et ça coûte à peu près 400 €. Donc si vous êtes 10 à mutualiser, c'est 40 €. Si vous êtes 5, c'est 80 €. Et ça peut être sympa. En plus, le fait de collaborer avec les autres, vous allez pouvoir vous refiler du travail que vous allez sous-traiter. Si on vous demande, par exemple, si vous savez faire un site web, évidemment, vous allez répondre oui, même si vous ne savez pas le faire. Parce que parmi vos collègues, parmi les gens avec qui vous collaborez, il y en a qui le font. Et donc, vous sous-traitez. Et inversement, eux, quand on leur demande un truc qu'ils ne savent pas faire, c'est vous qui allez le faire. Autre avantage à ce système-là, vous habitez peut-être pas la même région. Il y en a peut-être un qui est à Liège, un autre à Bruxelles, un autre à Namur. Donc vous ratissez large au niveau de la clientèle.
Voilà. Autre avantage, vous pouvez faire un site web commun sur lequel vous indiquez telle boîte a une implantation à Liège, à Bruxelles, à Namur. Ça fait sérieux, ça fait solide. Donc voilà, on a tout intérêt à collaborer avec les autres, mutualiser les compétences. Donc les sons de couleur, on y reviendra, on va en reparler. Alors, je reviens sur mon réglage des courbes ici. Vous remarquez que ça a tendance à changer aussi les couleurs quand je contraste. Eh bien, pour que ça modifie la luminosité, mais pas les couleurs, vous allez pouvoir faire ceci, mettre le calque de réglage en mode luminosité, tout en bas de la liste. Et ça permet que les lumières sont modulées, mais ça modifie moins les couleurs. C'est donc le calque de réglage en mode luminosité. Alors, petite astuce concernant la retouche. Si votre retouche est destinée au final à être imprimée sur papier, magazine, affiche, etc. Bon, d'abord, il faut savoir travailler en RVB. Parce qu'on a trop souvent tendance à dire, tiens, c'est pour l'impression, donc je vais travailler en CMJN. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Même si au final, on sait que ce sera pour l'impression, on travaille en RVB. Je ne vous apprends pas ce qu'est le RVB. Hein, ça, vous connaissez. Ça, c'est la première chose. Et deuxième astuce, si vous n'êtes pas certain de votre retouche, si vous pensez que c'est peut-être trop clair, trop foncé, vous ne savez pas trop, il vaut mieux qu'elle soit trop foncée. Une image imprimée trop foncée, ça passe bien au niveau du client, parce que c'est dense, il y a de la matière. Tandis qu'une image imprimée trop claire, il n'y a rien de pire, ça passe mal, c'est mal accepté par le client. Donc si vous ne savez pas trop à choisir, trop clair ou trop foncé, faites trop foncé. Ça passera mieux. Bon, l'idéal, c'est que ce soit à la bonne luminosité, évidemment. Et pour ça, il y a des astuces. Hein. On peut aussi faire une sortie sur une épreuve, sur une imprimante jet d'encre qui va simuler la sortie offset et faire plein de versions de l'image et choisir la meilleure. Donc un peu comme en labo photo, le bracketing, quand vous voulez choisir la bonne intensité sur le papier, vous faites des bandelettes, quoi, du bracketing. C'est un peu la même chose avec une imprimante jet d'encre. Vous sortez plusieurs fois la photo en différentes intensités et vous décidez quelle est celle qui est la bonne. Et sur l'imprimante jet d'encre, vous faites évidemment une simulation de la presse offset. La gestion des couleurs permet de faire une simulation d'un périphérique. Voilà, ça c'était la petite astuce au niveau de la retouche. Ok, le réglage des courbes, ça je pense que de toute façon vous connaissez. Peut-être que l'astuce de le mettre en mode luminosité, vous ne connaissiez pas. Mais voilà. Alors, typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on va aller ajouter un point là et un point là, de manière à récupérer du détail dans les parties les plus claires et dans les parties les plus foncées aussi. Ok. Alors plus tard, je vous donnerai une astuce supplémentaire si c'est pour l'impression. Une astuce qui consiste à salir le papier, c'est-à-dire vous faites une publication qui montre des photos, vous allez faire en sorte que là où le papier blanc est visible, là où il y a du texte par exemple, là où il n'y a pas de photo quoi, eh bien vous allez faire en sorte qu'il soit un peu sali par un tout petit peu d'encre qu'on va déposer sur le papier. On va diminuer la luminosité du papier. Résultat, les photos
là où il y a du blanc dans les photos, eh bien, ce sera le vrai blanc du papier et les photos vont avoir l'air plus lumineuses. Donc, ce sera le faux blanc du papier là où il n'y a pas les photos. Il sera sali par de l'encre. Et à l'endroit des photos, les parties blanches des photos seront vraiment... elles auront la pêche, quoi. On va donner l'impression... C'est une astuce utilisée souvent en impression, c'est de salir le papier de manière imperceptible, mais ça donne de la pêche aux photos. Vous pouvez très bien faire ça pour une expo. Si vous exposez vos photos, le cadre peut être blanc, mais c'est un blanc qui est cassé, qui est diminué. Et on a du vrai blanc sur la photo. Mais ça se fait pas dans Photoshop. Enfin si, on pourrait le faire dans Photoshop. On pourrait agrandir et mettre un cadre blanc cassé autour ici. Mais ce dont je vous parlais, c'est surtout en mise en page, quand on fait des catalogues, des magazines, voilà. Alors plus tard, on fera un script, un traitement par l'eau qui ouvre les photos tout seul et qui ouvre le réglage des courbes tout seul. Donc si vous devez retoucher 200 photos et vous avez que 3 heures pour le faire, le script va ouvrir pour vous les photos, une à une, et vous montrer le réglage des courbes et vous avez 20 secondes pour faire le réglage correct. Vous cliquez sur OK, ça enregistre la photo et c'est l'autre qui suit. Donc c'est possible de faire des scripts qui... On le fera. Et pour ça, on utilisera une fonction qu'on n'a pas enclenchée ici, qui est celle-là. Oui, OK. Celle-là. La fonction qui consiste à enclencher les boîtes de dialogue. Mais donc nous, on ne l'a pas enclenché, on a utilisé le script sans les boîtes de dialogue qui s'affichent. J'ai une petite question par rapport... Donc tu reviens ici sur ce calque-là, le calque densité plus, densité moins. Et toi, tu as mis de la couleur dedans. Ouais. Oui. Non, pas sur le calque, sinon les pinceaux que je vais utiliser, j'ai pris jaune. Oui, c'est ça. Et Ouais. je peins sur l'image et ça sature. Sur l'image. Là? Non, pas là-dessus. Non, C'est sur là-dessus, voilà. Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est donc le pinceau. Et si tu prends une autre chose que du gris, ça va colorer, en principe. Voilà, ça colore, évidemment. Donc, c'est pas prévu pour mettre de la couleur. Si tu en mets, ça colore. Mais ça peut donner bien, pourquoi pas. Mais c'est pas le calque là qui est censé modifier la luminosité. C'est du gris qu'on met dedans. Donc au départ, c'est du gris à 50% qui ne modifie pas du tout l'image en dessous, puis du gris clair qui éclaircit, qu'on met, du gris foncé qui assombrit. Voilà. Donc tu peux faire des expériences. Hein. Il y a le côté artistique, bien sûr, qui est possible. Il y a de la retouche technique et il y a de la retouche artistique. Les deux sont possibles. Alors ici, il faut que je précise quelque chose. Nous avons contrasté l'image avec un réglage de courbe en faisant une courbe en forme de S. Vous avez un calque de réglage qui s'appelle luminosité contraste. Vous n'allez pas l'utiliser. Photoshop est un logiciel qui s'adresse à différents publics, y compris le pensionné qui, le week-end, fait des retouches sur ses photos de famille. Et donc, il y a certaines choses qui ne sont pas utiles, notamment luminosité contraste. C'est la même chose que de faire un réglage de courbe et de mettre 2 points et de les bouger. Sauf que, par rapport au réglage de courbe, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter le 3e et 4e point que nous, on a ajouté. Donc, ça n'apporte rien. C'est pour ça que je vous disais que le réglage des courbes est vraiment le réglage des photographes qui permet de faire énormément de choses. Et encore, on n'est pas allé descendre là-dedans pour modifier les couleurs. Ça, ce sera après.